Donc on a maintenant deux présentations qui nous séparent du pot tout à l'heure. Donc c'est l'histoire de migration. Avant de migrer dehors vers le pot et les bouteilles, on va entendre parler de deux entreprises qui ont migré vers Rust. Donc une première qui a migré de Python vers Rust avec Florian Bento, qui est développeur Rust à Parsec, et donc qui ont une solution de partage sécurisé. Ouais, est-ce qu'on entend plus très bien? Parfait. Alors bonjour, je vais vous présenter la migration de Parsec de Python vers Rust et quelle stratégie on a utilisée pour qu'elle reste disponible sur nos différentes plateformes. Alors d'abord, on va faire une mise en contexte de Parsec. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a choisi Rust? Comment est-ce que cette migration s'est déroulée? Avec une conclusion et qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite. D'abord, Rust, qu'est-ce que c'est? C'est une application desktop qui a pour but de permettre le partage et le stockage de données au sein d'une organisation de manière sécurisée. Elle est conçue pour fonctionner sur Linux, Windows et macOS. En plus de ces plateformes, on aimerait avoir l'application sur le web Android et iOS. Et en plus de ça, on aimerait pouvoir exécuter du code dans des enclaves IntelliJ dans le but de pouvoir indexer des données au sein d'une organisation tout en limitant le risque de fuite. Donc pourquoi Rust? D'abord, on va lister les points qui nous ont motivés à migrer, à nous écarter du code de Python. Premièrement, la maintenance de l'application Android avec Python for Android est complexe. Le packaging notamment est difficile. Et l'interfaçage entre le code Python et Android est compliqué à cause de l'asynchrone et de la sérialisation des objets Python. Le développement de l'interface utilisateur est compliqué avec PyQt. À cause de cet aspect asynchronisme, l'interaction entre Qt via PyQt et Parsec est compliquée à cause de l'utilisation des signaux Qt. La customisation de l'interface utilisateur est difficile à cause n'est pas aussi simple qu'avec des solutions telles que HTML et CSS. Et il est compliqué et difficile de tester et débugger l'interface utilisateur avec Qt. Il est possible d'utiliser IntelliJ avec Python, mais il y a un coût de performance assez important et ce n'est pas aussi mature qu'avec des langages compilés. Mature, on va peut-être plutôt entendre stable. Cela nous mène à lister quels critères pour choisir son remplaçant. Alors le premier, c'est le langage devrait être compatible avec nos différentes plateformes qu'on cible. Et le second, c'est qu'il devrait être capable de s'interfacer avec les différents langages qu'on utilise ou va utiliser au sein de Parsec, tels que Python, JavaScript et Java. Donc, quels sont les langages qu'on a considérés? On a évidemment pensé au C++, mais on l'a écarté quand on le juge trop complexe et sujet aux erreurs de développement. Golang, mais ça en même temps est problématique pour s'interfacer avec d'autres langages. Et à la fin, on avait Rust qui répondait à nos différents critères. Comment s'est déroulée C'est alors qu'on a commencé la migration de Python vers Rust début année 2022. Pour cette migration, on avait plusieurs contraintes. La première, c'est l'application continue à être mise à jour, donc on doit pouvoir continuer, car elle reçoit des nouvelles fonctionnalités et des correctifs. Comme on fournit des nouvelles versions, on doit rester compatible avec l'existant et on doit garder à l'esprit que la migration, on doit aussi la faire dans l'optique d'avoir l'application à la fin sur une compatibilité, d'avoir l'application sur un contexte web. Du coup, comment est-ce qu'on a opéré pour la migration? On a d'abord commencé à ajouter des informations de type dans le code Python. Ces informations de type sont ensuite vérifiées avec des outils tels que MyPy. Avant de migrer un module Python, on s'assure de son comportement en ajoutant des tests.
Et une fois qu'on a ce test, on peut migrer un module Python vers Rust, et cette migration elle est validée grâce au test qu'on aura préalablement écrit. Grâce à cela, ça nous permet de continuer à distribuer l'application avec les nouvelles versions qui embarquent des modules Rust un à un, de manière progressive. Certaines parties de l'application doivent s'interfacer avec le système d'exploitation. Heureusement, grâce à Rust, c'est assez simple de faire cela. Il suffit d'ajouter des attributs conditionnels et une interface commune. D'accord, c'est pas... Grâce à ces attributs conditionnels, Rust va automatiquement utiliser le code spécifique à la cible de compilation. De cette manière, dans Parsec, notre module de stockage va utiliser, notre module de gestion de données va utiliser différents systèmes de stockage. Quand il est compilé pour du natif, on va utiliser SQLite, et pour le web, on va utiliser IndexedDB. Durant cette migration, on a rencontré quelques problèmes. Le premier, c'est Python et Rust qui n'ont évidemment pas les mêmes concepts. On n'a pas d'héritage en Rust, mais un système de composition. Du coup, on a dû modifier quelques codes Rust pour limiter On a dû modifier le code Python pour limiter l'utilisation de l'héritage. On n'a pas d'équivalent au context manager en Rust. C'est un concept qu'on utilise assez couramment en Python pour pouvoir libérer la ressource utilisée. Ça ne pose pas de problème pour les ressources qu'on peut nettoyer de manière synchrone, car pour cela, on va utiliser le array de Rust, c'est-à-dire juste nettoyer les ressources qu'on n'utilise plus. Alors que pour les ressources qui doivent être nettoyées de manière asynchrone, on va appliquer plusieurs stratégies. La première, c'est quand le système, c'est un système d'acteurs, on a juste à signaler cet acteur qui doit s'arrêter et libérer ses ressources. Et pour le reste, on crée une fonction asynchrone dédiée pour la libération de la ressource, mais il ne faut pas oublier de l'appeler quand on ne l'utilise plus. L'application de base est asynchrone, et du coup, le code Rust doit garder cette propriété. Pour cela, on a dû lier les runtime asynchrones de Python et Rust ensemble. Ça a été une tâche complexe qui nous a posé des problèmes de communication entre ces runtimes, notamment des tâches qui terminaient à la place des autres. La boucle asynchrone entre Python et Rust n'est pas gratuite. On a dû limiter au maximum son utilisation en utilisant un système de cache mémoire. Rust étant un langage compilé qui a la réputation d'avoir longtemps de compilation, on a dû améliorer notre système d'intégration continue pour réduire le temps d'exécution en faisant une mise en cache des artefacts compilés. Et certaines dépendances tierces à Rust ne sont pas aussi maintenues que d'autres dépendances. Du coup, ça peut limiter les choix disponibles quand on fait une réécriture. Du coup, pour finir, avec la migration qui a commencé en début d'année 2022, on arrive enfin à sa fin avec la migration des derniers modules, bien qu'ils ont été migrés d'un seul coup. On a l'application sur nos trois plateformes, Linux, Windows et macOS. Qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite? Dans bon sens. Avec le code Rust et la nouvelle architecture de code, on peut commencer à apporter le support de l'application sur le contexte web. On a déjà quelques bouts de code qui fonctionnent sur cette plateforme. On a commencé à migrer nos tests à données aléatoires de Python vers Rust. Ces tests étaient écrits avec la librairie Hypothesis en Python. On les migre vers Rust grâce à la librairie PropTest. On utilise la Crate Fuser pour apporter le support des plans de montage sur les systèmes Unix, c'est-à-dire Linux et macOS, mais il reste des problèmes en cours d'investigation entre l'interaction de la Crate et l'extension MacFuse pour macOS. Et c'est à peu près tout. Merci Florian. Du coup, on a beaucoup de temps pour des questions. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Vous avez dit que vous avez réussi à faire fonctionner les tâches Python et les tâches Rust dans un même runtime asynchrone. Vous pouvez développer un peu plus? Ça semble de la magie noire.
pour être plus précis, c'était vraiment des tâches asynchrones côté Rust qui étaient exécutées dans un contexte Python. C'était assez original parce qu'on n'utilise pas le module de base Python qui s'appelle async.io. Nous, on utilisait Trio à ce moment-là. Du coup, c'était pour ça que le support entre Tokyo et le support de Trio n'est juste pas existant. Du coup, on a dû faire un peu à notre sauce. Et du coup, c'est vraiment des tâches asynchrones de Rust qu'on exécute dans le code Python et pas à l'inverse, pas des tâches Python qu'on exécute dans Rust. D'autres questions? Je me demandais, étant donné que vous avez dit que la transition, pardon, la migration était terminée, j'ai pas compris quel code Python il vous restait. Enfin, dans le sens où pourquoi est-ce que, en gros, Python et Rust coexistent si vous avez terminé la migration de Python vers Rust? En effet, ce point, je ne l'ai pas détaillé. Notre client, au départ, le client, il était écrit en Python. Et depuis, actuellement, il n'y a plus aucune trace de Python côté client. Mais au niveau du back-end, il était aussi écrit en Python. Et du coup, là, à la fin de la migration, on a toujours le back-end qui est écrit en Python, ce qui va aussi utiliser les objets. Il va utiliser le code qu'on a écrit en Rust. Et peut-être une autre question, c'est est-ce que vous avez eu, justement pendant cette phase de migration, du code Rust, du code Python plus mélangé? Est-ce que ça posait des difficultés ou est-ce que vous avez attendu d'avoir migré complètement un côté en Rust? C'est à peu près on n'a pas vraiment attendu. En fait, c'est dès qu'on migrait un module, on considérait qu'il était prêt à partir en production. Du coup, après, ça dépend de la taille des modules qui était plus ou moins conséquente. Bonjour, merci pour la présentation. Tout à l'heure, le cas de migration de Python vers Rust donnait un équivalent de code 5 fois supérieur. Et vous? On n'a pas de métrique à ce niveau-là. Tout ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, on avait fait une première estimation. Aujourd'hui, on a une estimation un peu grossière de 250 lignes de code sans l'extension des macros qu'on a pour générer notre système de protocole. 250 000. Sinon, on va passer 2 ans à faire la migration. D'autres questions, d'autres expériences de migration à confronter? Bonjour, vous avez parlé d'utiliser Intel SGX avec votre application. J'aurais aimé avoir votre auto-expérience sur utiliser Intel SGX avec Rust. Et au passage, est-ce que vous comptez étendre le support d'enclave à d'autres plateformes? Je pense notamment Android avec RMTrustZone. Et est-ce que vous avez déjà exploré les capacités de Rust dans ce domaine? Pour l'instant, c'est le projet d'avoir le code qui exécute dans Intel SGX, c'est toujours dans les cartons. Malheureusement, du coup, on n'a pas creusé le sujet plus loin. Enfin, on n'a pas encore eu l'occasion de creuser le sujet. Merci. Je change d'un côté de la salle. Est-ce qu'il y a des questions ici? Une fois, deux fois. On va remercier notre présentateur et on va passer à la présentation suivante.